Question de Lolo 12 France. Bonsoir Président. Dans l'éventualité d'une sortie de l'euro, ne craignez-vous pas une fuite massive des capitaux? Si oui, comment l'éviter? Alors oui, vous avez raison. J'ai évoqué ce sujet dans une conférence qui est en ligne qui s'appelle Le jour d'après. Il faudrait d'ailleurs que je la réenregistre parce qu'elle commence à avoir maintenant 4 ou 5 ans. Mais enfin, en gros, le gros y est. Donc oui, vous avez raison que, bien entendu, il y a un risque de fuite des capitaux si on se rapproche du pouvoir. Cela étant, les fuites des capitaux, on a les moyens de les arrêter. Il suffit de mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux, tout simplement. Ce qui signifie, du point de vue technique, c'est quasiment un jeu d'enfant, puisque tout ça se fait de façon électronique. Du point de vue politique, c'est évidemment une autre paire de manches. Et du point de vue juridique aussi, puisque la libre circulation des mouvements de capitaux figure dans les traités européens. Sauf que, je rappelle, qu'au moment de la crise grecque, et plus encore au moment de la crise chypriote, vers les années 2011, lorsqu'il y a eu une grave crise financière à Chypre, pendant 2 ou 3 jours, et bien d'un seul coup, tous les mouvements de capitaux entre Chypre et le reste de l'Union européenne, de la zone euro, puisque Chypre fait partie de la zone euro, eh bien, tous les mouvements avaient été suspendus. Ce qui était complètement contraire à l'article, je ne sais plus combien, 121, je crois, non peut-être plus, sur la libre circulation des mouvements de capitaux, mais nécessité fait loi. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si on arrive au pouvoir, bien entendu, il y aura effectivement des inquiétudes qui se manifesteront par une fuite des capitaux, mais eh bien, nous demanderons à nos partenaires de suspendre cette liberté de circulation des capitaux le temps que la crise s'arrange. Quand je dis d'ailleurs nous demanderons à nos partenaires, je pense que c'est plutôt nos partenaires qui nous le demanderont et qui nous l'imposeront, comme ça avait été le cas avec Chypre d'ailleurs, où l'Allemagne n'avait pas été la dernière à mettre le haut là. Et pourquoi ça? Parce que il est évident. Alors je renvoie à mes conférences sur l'euro. Là, je fais déjà des réponses un peu trop longues et trop techniques peut-être. Je vous prie de m'en excuser si vous trouvez qu'elles sont trop techniques et trop longues. Mais il faut bien comprendre comment fonctionne l'euro. L'Allemagne n'a pas envie de voir arriver de France des quantités de francs, enfin d'euros français, d'euros qui sont des contreparties de créances sur la Banque de France. Je renvoie aux conférences que j'ai faites sur la question, parce qu'ils savent que dans ce cas-là, ils auraient des créances considérables qui augmenteraient à l'actif du bilan de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, et que ces créances sur la Banque de France risqueraient à très court terme d'être dépréciées de 10 ou 15%. Donc eux, ils n'ont certainement aucune envie de voir ça. C'est la raison pour laquelle je pense que les Allemands, mais aussi les Néerlandais, les Luxembourgeois et les Finlandais, qui sont ceux qui ont un solde, comment dirais-je, créditeur très important dans le cadre des échanges Target 2, des échanges interbancaires au sein de la zone euro, je pense qu'ils seront les premiers à demander un arrêt provisoire de cette libre circulation des mouvements de capitaux. Alors ensuite, je renvoie à ma conférence, je ne vais pas la refaire ici. Ensuite, il faut créer la monnaie. Ensuite, il faudra faire un taux de change. On a proposé de 1 pour 1 entre l'euro et le franc nouveau que nous recréerons. On ne va pas revenir à la conversion 655-957 qui ne se justifierait pas. Et puis ensuite, une fois que ce serait créé, eh bien, on rouvrirait progressivement les marchés d'échange et la libre circulation des mouvements de capitaux. Quelle en serait la conséquence? Je vais vous renvoyer à l'étude qui date déjà d'il y a quelques années, mais dont le fondement me paraît toujours aussi juste, qui avait été faite par Jacques Sapir et Philippe Murer, dont je parlais tout à l'heure. Et là-dedans, dans cette situation, on aura une dépréciation du franc par rapport non pas à l'euro, puisque la monnaie rémanente, elle s'appellera toujours l'euro, mais ça ne sera plus la même qu'avant, puisque justement la France n'y sera plus. Donc il y aura une monnaie qui subsistera avec les autres partenaires de l'euro. Et selon des estimations que l'on peut avoir, en fonction de toute une série de critères que je ne vais pas m'amuser à vous expliquer ici,
on peut estimer que l'euro devrait se déprécier sur les marchés d'échange de l'ordre de 10 à 15% vis-à-vis du cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. En attendant, ne croyez pas à ceux qui vous expliquent que l'euro perdrait 90%. Voilà, c'est pas possible. Si tel était le cas, enfin, il y a des règles, pas des règles, des comportements en matière économique et financière. Imaginez que l'euro perde 70% de sa valeur, ça voudrait dire que le monde entier pourrait acheter, que le franc nouveau, pardon, perde 70% de sa valeur, ça voudrait dire que le monde entier pourrait acheter des sacs Hermès, du champagne, du vin, des avions d'assaut, de l'optronique, etc. Enfin, tous les produits dans le monde industriel ou agroalimentaire ou dans les services français, avec 70% de réduction. Bon. Donc, évidemment, il y aurait une demande énorme, ce qui fait, au passage ferait bondir notre emploi, il y aurait plus de chômage, mais surtout, il y aurait une telle demande que progressivement, la demande en francs serait telle que le franc remonterait. Donc il faut voir qu'il y a des vases communicants. C'est la raison pour laquelle ne croyez pas les prophètes de malheur qui n'y connaissent rien et qui vous disent que le franc perdrait 70%. Ça ne s'est d'ailleurs à peu près jamais vu. En revanche, le franc perdrait, oui, à peu près de l'ordre de 12-15% par rapport à son cours pivot. Ça aurait quoi comme conséquence? Comme en économie, comme dans la vie réelle, tout événement a des effets positifs et des effets négatifs. Les effets négatifs, c'est que nos importations coûteraient, mettons, 12% plus cher. Ce qui pourrait se faire sentir notamment sur le pétrole. Je rappelle quand même qu'à l'intérieur du prix de l'essence à la pompe acquitté par le consommateur, la partie du coût de la matière première brute, elle est de l'ordre, je crois, de 30-35%. Il faut y ajouter après le raffinage, d'abord le transport, le raffinage, la distribution, qui prennent des marges tout à fait importantes, et ensuite les taxes, la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers. Voilà. Donc, au total, le coût de la matière première sur le pétrole est minoritaire dans le prix final à la pompe. De telle sorte que 12% de baisse de notre monnaie ne se traduirait pas par 12% d'augmentation du prix à la pompe, mais si on gère bien ça au niveau de l'État et si par exemple on atténue de quelques pouillèmes de points la TIPP, on pourrait faire presque un choc à $1. Pour le reste, effectivement, ça coûterait plus cher d'aller prendre des vacances en Allemagne, ça coûterait plus cher d'acheter des produits allemands, mais ça coûterait beaucoup moins cher pour les étrangers d'acheter des produits français ou de venir passer leurs vacances en France. De telle sorte que l'étude Sapir-Murer à laquelle je vous renvoie anticipait que dans un choc asymétrique de cette nature, on pourrait créer 1 million à 1 500 000 emplois en 18 mois. Il est là le problème. Le problème, c'est que, bien sûr, ça aurait certains effets négatifs, mais ça aurait surtout des effets énormément positifs, avec un effondrement du chômage. Les gens retrouveraient de l'emploi, la croissance serait fantastiquement dynamisée. Et quelles en seraient les conséquences? On aurait un rétablissement des comptes publics. Comme par hasard, justement, les comptes du chômage, très déficitaires, ou de la sécurité sociale, pourraient être rééquilibrés, puisqu'il y aurait de plus en plus de gens qui seraient au travail, qui toucheraient moins de primes salariales, de primes sociales, pardon. Donc on aurait un rééquilibrage des comptes sociaux, on aurait les gens qui travaillent n'ont pas le même état d'esprit qu'un chômeur qui ne sait pas quoi faire de sa vie. On aurait très probablement une diminution sensible, par exemple, de la violence. La violence, elle est quand même... Il y a 1000 raisons à la violence, mais il y a quand même fondamentalement le chômage, la pauvreté, le fait que des gens ne savent pas quoi faire de leur vie. Il y a ça aussi, y compris dans les banlieues. Parce que c'est très gentil de faire des plans comme ça dans les banlieues, ici et ça. Mais si au bout du compte, on n'a pas d'emploi à donner aux gens, on a la situation dans laquelle nous sommes en train de nous enfermer. Voilà, on aurait beaucoup de choses à dire, mais j'espère avoir répondu peut-être toujours de façon un petit peu trop exhaustive. Je vous prie de m'en excuser. Mais j'aime bien quand même répondre pour que les personnes qui m'écoutent comprennent que ce n'est pas... le programme de l'UPR, c'est pas de la poudre aux yeux. C'est une véritable réflexion qui est menée, affinée depuis 14 ans.